Ok, c'est parti pour l'enregistrement. Du coup, donc, Laurie, je te présente Anne, qui est orthophoniste, qui nous fait l'honneur ce soir de venir nous parler de la prise en soin orthophonique. Je sais que toi, c'est une des premières questions que tu avais posées quand tu avais rejoint la communauté WhatsApp, justement, Laurie, de savoir une ortho, comment ça peut nous aider, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'ortho sur le point de vue des troubles de l'oralité. Donc, Anne va pouvoir t'expliquer tout ça et répondre à toutes tes questions. Voilà, c'est ça, super. Anne, je te laisse te présenter. Oui, donc moi je suis orthophoniste en libéral, donc dans l'Essonne, dans le 91. Je prends en charge une grande partie du temps, enfin voilà, des adultes, que ce soit autour des troubles de l'oralité, mais aussi autour de tous les troubles neurologiques, troubles de déglutition. Et puis j'ai aussi voilà, de la partie aussi enfant avec voilà, troubles de l'oralité et puis les problématiques après de langage un peu plus classiques, un peu plus connues. Voilà, donc ce soir j'ai accepté effectivement l'invitation de Marie pour parler effectivement de l'apport de l'orthophonie dans la prise en charge, de répondre aux questions aussi. Je sais que c'est pas simple de trouver des orthophonistes. Voilà, parfois c'est un peu la perle rare et qui a des dispos et surtout qui est formé aussi au trouble de l'oralité alimentaire. Il y avait aussi une question, effectivement. Souvent, on va avoir des possibilités, des prises en charge pour des enfants autour des troubles, des problématiques de l'oralité alimentaire, mais les adultes, bien souvent, nous disent ah ben non, je fais que pour les tout petits, mais finalement, on peut facilement étendre les compétences et le travail va être similaire, on va avancer sur les mêmes objectifs. Après, voilà, les moyens vont être différents, les stratégies vont être différentes, mais après, voilà, ça se fait très bien. Donc, c'est vrai que c'est pas évident de trouver, c'est par le réseau, faut pas hésiter à solliciter, de toute façon, déjà les orthophonistes du coin dans un premier temps. Et puis, elles pourront aussi se renseigner sur, ah bah oui, j'ai une collègue qui fait ce type de prise en charge, je vais la solliciter, mais c'est vrai qu'après, on n'a pas forcément de répertoire. Alors, je sais que toi, Marie, il me semble que sur ta page, sur ton site, tu as un répertoire aussi des professionnels avec qui voilà, tu échanges, tu collabores sur les troubles alimentaires. Donc, on peut trouver parfois un peu des annuaires d'orthophonistes ou d'autres professionnels, de diététiciens qui sont spécialisés. Mais sinon, bon, voilà, c'est un peu le parcours du combat quand même malgré tout, mais c'est pas pour autant qu'on peut pas en trouver, on peut pas en trouver un ou une qui puisse vous accompagner dans la prise en charge, dans la prise en soin des troubles alimentaires. Voilà. Donc, effectivement, Marie, tu avais relevé donc, les quelques questions qui sont venues par rapport à ce soir, les questions. Donc, voilà, l'orthophonie voilà, a toute sa place autour de l'oralité, de l'oralité alimentaire. Bien sûr que on pense souvent orthophonie, on l'associe aux enfants, mais pas que. Voilà, on peut travailler exclusivement avec déjà des adultes. Et en fait, la bouche, c'est à la fois le de l'oralité verbale, oui, du langage, de la parole, mais c'est aussi le lieu de l'oralité alimentaire, où va tout se jouer effectivement, voilà, la déglutition et toutes ces questions alimentaires aussi. C'est la même zone, donc on va forcément le prendre en charge aussi. Donc il n'y a pas d'âge pour consulter. Donc, on peut consulter effectivement pour un tout petit bébé, mais on peut aussi consulter un orthophoniste voilà, à l'âge adulte ou voilà, lorsqu'on est aussi senior pour d'autres problématiques. On retrouve aussi des troubles de l'oralité et des troubles sensoriels qu'on va retrouver dans des pathologies neurodégénératives, donc chez des personnes plus âgées ou des personnes qui sont en EHPAD, des seniors qui sont en EHPAD. On va voir parfois des troubles voilà, alimentaires qui vont aussi apparaître. Voilà. Après, donc, question Walker. Donc là, on va en parler sur voilà, comment on peut agir là-dessus et ce qu'il faut mettre en œuvre pour avancer et pour limiter. Bien sûr, il faut d'abord, on va dire, il y aura deux axes, mais il va falloir effectivement déjà apprendre à gérer, à faire diminuer ce réflexe
alors qu'on appelle réflexe nauséeux, qu'on appelle, enfin voilà, le haut le cœur, il y a plusieurs termes qu'on emploie, en fait, finalement, c'est ça. Bien sûr qu'il faut trouver le levier déjà pour abaisser cette réponse sensorielle, pour ensuite, bien sûr, pouvoir goûter de nouveaux aliments. Voilà, enfin, il va y avoir voilà, une avancée un petit peu conjointe pour travailler les deux aspects. Voilà, donc je crois qu'après, sinon, j'avais parlé de tout ça. Donc, j'ai proposé de faire effectivement d'abord un petit rappel, même si forcément le trouble de l'oralité alimentaire, ça vous parle et ça vous concerne. Mais j'ai fait un petit rappel quand même, mine de rien, pour qu'on soit bien au clair, puisque ça va avoir après un impact sur, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre. Donc, j'ai bien rappelé que voilà, le trouble de l'oralité alimentaire, ça, voilà, c'est un trouble qui est neurosensoriel. C'est notre propre sensorialité. Et c'est notre sensorialité qui nous est individuelle, qui nous est propre, d'accord, et qui est déterminée par nos gènes. Donc, c'est-à-dire que voilà, il y a vraiment un caractère héréditaire. Donc, on retrouve en général chez un parent. Alors, je ne sais pas, du coup, tu veux que je te laisse la main, c'est ça, quand Marie? Ouais, j'ai une question, je te laisse finir et puis je veux bien la poser juste derrière si ça te va. Ouais, d'accord, il n'y a pas de souci. Donc, en tout cas, voilà, on transmet une partie de notre patrimoine génétique, en tout cas à nos enfants, père et mère. On reçoit aussi du coup de nos parents qui déterminent du coup d'un point de vue voilà, génétique toute notre sensorialité qui nous est propre. D'accord? Donc, voilà, elle est comme ça dès qu'on est. Elle peut, attention après, être modifiée par des expériences sensorielles précoces que j'ai listées. C'est-à-dire que si, en plus de ça, je suis ancien prématuré ou j'ai eu beaucoup d'hospitalisations dans ma toute petite enfance, des soins invasifs, qui est une intubation, une sonde nasogastrique, une problématique de reflux très importante, ça peut venir majorer la sensorialité ou venir effectivement l'impacter. Alors qu'au départ, j'avais pas forcément j'ai pas forcément un patrimoine génétique qui va faire que j'ai une hypersensorialité. Mais très tôt, si j'ai vécu des expériences sensorielles négatives ou invasives, ça va forcément avoir un impact et modifier aussi voilà, la sensibilité de tous les capteurs sensoriels. Vas-y Marie, si tu voulais peut-être. Ouais, au niveau du caractère héréditaire et de la transmission par les gènes, Ouais. il y a eu des études de fait sur cette question de la génétique, justement, Oui, de savoir oui. quels gènes transmettent Alors, comme les ça, difficultés sensorielles. ouais, alors je ne sais pas te dire exactement quel gène, mais je sais que ça a été, en tout cas, ça a été étudié, ça a été prouvé que voilà, c'est vraiment neurosensoriel, c'est notre patrimoine sensoriel. On est plus ou moins sensible, vous voyez, quand on est enfant ou nos enfants, on dit ah bah voilà, celui-là c'est plutôt un pot de colle, ou même nous en tant qu'adultes, hein, on aime bien être touché, on n'aime pas être touché, on est plutôt câlin, on n'est pas câlin, on supporte pas, voilà, tel ou tel sensations sonores, auditives, on est plus hypersensible à certaines choses. Voilà. Et ça nous est propre. Et on retrouve généralement, en fait, chez un parent, chez un grand-parent, parce que parfois, ça peut aussi sauter aussi, mais on va retrouver, mine de rien, ou chez nos enfants après, on va peut-être retrouver notre profil, ou en partie, parce que du coup, on a transmis une partie des gènes, on va retrouver une sensorialité, des similitudes, un parent qui a aussi eu des difficultés ou pour qui voilà, l'alimentation c'était compliqué. Alors évidemment, avant on ne parlait pas des troubles de l'oralité alimentaire comme on commence à en parler aujourd'hui. Avant on disait c'est un enfant difficile, mangeait pas grand-chose, restait longtemps à table, un petit mangeur. Voilà, c'était beaucoup de connotations qui étaient quand même plutôt péjoratives ou des fois, voilà, c'était parce que de toute façon il n'y avait pas le choix et que voilà, il y avait beaucoup plus de forçage aussi alimentaire. On n'avait pas la même posture, le même vécu aussi par rapport à l'alimentation que nos parents, nos grands-parents et plus tôt. Mais voilà, on va retrouver dans la famille, en tout cas, voilà, des profils, on va dire, similaires au niveau de la sensibilité.
Voilà, donc s'il n'y a pas de questions, enfin voilà, après vous n'hésitez pas, hein, vous me dites. Donc après, voilà, ce que j'ai mis, c'est que il n'y a pas que la bouche. Nous, évidemment, notre bouche, enfin voilà, si on est là ce soir, c'est parce que la bouche, elle est hypersensible et qu'elle va du coup freiner l'alimentation, les prises alimentaires, etc. Mais il n'y a pas que la bouche en général. Alors, en général, ça peut être isolé, mais en général, on fait un petit check-up de la sensorialité globale et on va regarder effectivement l'ensemble de nos sens parce que tout notre corps est en fait tapissé de capteurs sensoriels. D'accord. Et donc, on peut être hypersensible au niveau du toucher, au niveau de la peau, au niveau, voilà, et c'est le toucher déjà, voilà, corporel, avant le toucher finalement, enfin, voilà, ce qui va se passer dans la bouche, d'accord. C'est à la fois aussi la vision, être hypersensible, et il y a des choses qui peuvent nous gêner, qui peuvent nous dégoûter, qui peuvent nous, voilà, qui peuvent vraiment nous freiner d'un point de vue visuel. Ça va être aussi la vue. L'audition aussi. Donc, il y a des bruits sur lesquels des fois on est hypersensible, on n'aime pas les bruits forts, les bruits qui claquent. Enfin, voilà, on a du mal, la tolérance au bruit. Enfin, voilà, on a chacun son seuil, hein, son seuil de sensibilité. Pareil au niveau de l'olfaction, donc là on se rapproche un peu plus aussi du côté alimentaire parce que voilà, en tout cas, goût et olfaction, il faut savoir que le goût c'est 70% d'olfaction. Donc c'est très lié. Pour autant, voilà, je peux être sensible aux odeurs non alimentaires ou aux odeurs alimentaires, d'accord? Mais je peux très bien ne pas l'être. Et par contre, après, ce qui va me gêner peut-être dans la bouche, c'est le côté texture, c'est le toucher en fait dans la bouche. D'accord? Donc, à la fois, j'ai le côté toucher, le côté texture. Qu'est-ce que ça procure quand ça touche ma langue, quand ça touche mes capteurs. Et puis, il y a le côté aussi olfaction, olfactif. Voilà. Et ça, c'est différents types d'informations qui sont véhiculées. D'accord? Et je peux être hypersensible aux deux. Être à la fois gênée par tout ce qui va être texture, par tout ce qui va être odeur, d'accord? Et je peux aussi être gênée par le côté température. En fait, voilà, les capteurs de la bouche ou les capteurs, on va dire aussi les autres capteurs sur le corps. Hein, là, on peut être gêné quand on prend notre douche par le côté, on n'aime pas la pomme de douche, on n'aime pas si c'est trop fort, on n'aime pas si c'est trop chaud, enfin, on peut être très sensible, voilà, à tous ces capteurs-là. Donc, dans le trouble de l'oralité, on va dire alimentaire, en tout cas, on a une exacerbation des capteurs. Donc, c'est-à-dire qu'on a nos capteurs sont trop sensibles par rapport à la moyenne. Donc, j'ai une réactivité sensorielle qui est trop élevée. D'accord? On peut être sensible à différentes choses, ou moins aimer quelque chose, ou être moins à l'aise avec telle ou telle texture. Par contre, voilà, dans le trouble de l'oralité alimentaire, j'ai vraiment ce côté exacerbé, majoré, qui va générer un inconfort, une intolérance, une gêne. Voilà. Et du coup, tu parlais du corps. Tu vas peut-être en parler par la suite, mais est-ce que du coup, toi, tu travailles sur la désensibilisation du corps en général ou principalement de la bouche? Alors, quand il y a, alors tout dépend, parce que moi, en général, quand je reçois les patients, on va passer en revue, du coup, le corps dans sa globalité. Est-ce qu'on est sensible quand on met de la crème pour être, est-ce qu'on est plutôt câlin, choses comme ça? Est-ce qu'on est sensible aussi au niveau des vêtements? Il y a des types de tissus, de vêtements, d'étiquettes qu'on peut ne pas supporter. Les élastiques qui serrent trop au niveau du ventre. Voilà, on peut avoir déjà ça. Alors, tout ce qui va concerner, on va dire, le corps plus global. Alors, bien sûr, on a l'hypersensibilité au niveau des mains, des pieds, ça, je demande. Je vais demander aussi au niveau du visage, les soins du visage. Alors, voilà, est-ce qu'on apprécie voilà, se brosser les cheveux, le peigne, le shampoing, quand il faut se nettoyer avec un petit coton humide, parfois ça va, mais parfois en fait on ne supporte pas quoi. Et pour autant on se démaquille parce qu'on se maquille ou parce qu'il faut se nettoyer le visage, des choses comme ça, ou vous le voyez aussi chez vos enfants si c'est le cas aussi dans le cas, mais aussi en tant qu'adulte. Voilà, on peut très bien ne pas aimer avoir un coton humide ou avec un peu de crème, ou en fonction du démaquillant, si c'est plutôt un gel ou si c'est plutôt une eau démaquillante, ça ne fait pas la même sensation. Et il y a des choses qu'on va
beaucoup moins toléré ou pas. Donc, moi, en général, ce que je fais, c'est que je m'occupe plutôt de désensibiliser tout ce qui va être en lien autour du visage, la bouche et les mains. Après, je propose en général, quand c'est s'il y a d'autres, s'il y a une, on va dire, s'il y a une hypersensibilité corporelle globale qui est assez massive ou qui touche plusieurs, en général, moi, je travaille conjointement avec une psychomotricienne qui est formée aussi aux troubles sensoriels et donc qui, elle, va s'occuper de travailler la sensorialité, la désensibilisation corporelle, voilà, avec ses supports, choses comme ça. Il y a des choses qui sont redondantes. Mais sinon, quand c'est isolé ou autre, déjà, on désensibilise le visage ou on désensibilise les mains avec une petite brosse aussi, qu'on va venir frotter plusieurs fois par jour pour abaisser le seuil de réactivité. Voilà, je peux proposer aux parents de le faire ou en tout cas aux patients de le faire aussi sur leurs pieds, sur les mains. Voilà, des fois, on est gêné aussi pour tout ce qui est tour de cou, quand la veste, elle monte un peu trop haute, quand il y a la fermeture éclair, un type d'écharpe on n'aime pas, ou le pull qui vient nous serrer. Enfin, voilà, pareil, on peut venir. Donc, voilà, en fonction, on va dire, peut-être du degré et ou de la partie, ou en tout cas des sens qui sont exacerbés, soit je vais proposer de travailler en parallèle, ou je vais d'abord dire, écoutez, avant de commencer, on commence d'abord par désensibiliser le visage avant de s'atteler à la bouche. On y va progressif, en fait. Ouais. Voilà, ça va être voilà, à déterminer. Donc, du coup, on peut avoir des gènes sensoriels, chacun, propres à notre sensibilité, et on va vraiment tomber dans ce qu'on appelle le trouble de l'oralité alimentaire. Ça va devenir pathologique à partir du moment où, pour vous, en fait, on a un impact social. Ça veut dire qu'on a un impact social pour manger avec les autres, que ce soit pour manger en famille, que ce soit pour manger avec des collègues de boulot, pour que ce soit pour manger au restaurant avec voilà, une amie, avec son conjoint. Et à partir du moment où ça a un impact, alors soit un impact social et ou un impact nutritionnel. Voilà, ça veut dire qu'effectivement, j'ai une telle gêne sensorielle qui fait que j'ai une importante, on va dire, sélectivité alimentaire qui va forcément générer soit des carences ou des apports nutritionnels qui vont être déséquilibrés parce que vous êtes limité sensoriellement. Voilà. Et dans le cas d'apports nutritionnels insuffisants ou trop importants, tu travailles conjointement avec une diététicienne, c'est ça? Voilà, c'est ça. En général, la plupart de mes patients, des patients que je reçois, enfants et adultes, je propose très souvent, donc moi, je vais déjà faire ma petite enquête alimentaire, hein, donc en vous demandant, parce que moi, ça me donne des informations déjà sur effectivement les textures, enfin voilà, les odeurs, les textures, ce qui est apprécié, ça va m'aider aussi après à pouvoir vous donner. Et puis, ça me donne déjà aussi un petit état des lieux, finalement, des apports, même si moi, je ne suis pas spécialiste, effectivement, après des apports nutritionnels, j'ai mes compétences, je suis formée aussi dessus, mais par contre, je vais tout de suite laisser la main et proposer un partenariat, effectivement, avec une diététicienne qui va pouvoir évaluer voilà, vos apports, qui va pouvoir effectivement peut-être proposer, en général, proposer aussi une prise de sang pour pouvoir faire un état des lieux quand même de la situation et d'éventuelles carences. Et parfois, effectivement, on tombe un peu, on tombe des lieux parce que, voilà, on peut être dénutri et ça n'a aucun rapport avec, voilà, notre poids ou notre état physique, notre corpulence, etc. Donc, parfois, on dit, ah ben non, c'est pas possible, je suis pas dénutrie. Bah si, parce que vu parfois la sévérité ou la sélectivité, l'hypersélectivité alimentaire, ou ce qu'on peut tolérer dans nos assiettes, forcément, il nous manque beaucoup d'apports. Voilà, d'accord. Donc ça, il y a pas mal de pistes et c'est important de pouvoir supplémenter, répondre aux deux. Voilà. Du coup, sur ce sujet, on avait fait un atelier avec Laure, justement, qui est diététicienne, sur les carences. Tout à fait. Que si jamais, Laurie, je ne sais plus si tu étais là ou pas à cet atelier-là, j'ai un doute. Si jamais ça t'intéresse, ainsi que les personnes qui regarderont le replay de cet atelier, je pourrais vous envoyer aussi le replay de l'autre atelier.
Ouais, tout à fait. Voilà, très important aussi. Et donc, c'est à partir de ce moment-là, en fait, qu'on va considérer que c'est un trouble. C'est un trouble parce que ça a un impact. Enfin, voilà, je tombe dans le côté pathologie à partir du moment où ça m'impacte socialement, où ça impacte ma santé d'un point de vue des apports nutritionnels. Voilà. On peut se sentir limite parfois ou avoir une sélectivité. Vous connaissez forcément des personnes bon, voilà, qui mangent ni ça, ni ça. Pour autant, elles n'ont pas un trouble de l'oralité alimentaire, peut-être, ou un trouble voilà, sensoriel comme vous. D'accord. Et pour autant, c'est des gens qui ont une hypersélectivité, mais voilà, ça reste modéré. Ils peuvent aller manger à l'extérieur. Ils vont toujours trouver quelque chose qui leur convient. Voilà, il n'y a pas de souci. Et puis, ils arrivent finalement à combler à peu près un peu tous les apports. Mais voilà, mais à partir du moment où c'est pas impactant, enfin, on va dire qu'il n'y a pas cet impact fort social et voilà. Enfin, mais c'est à ce moment-là qu'on va vraiment tomber dans le côté, on va dire, pathologie, même si le terme, souvent, il est un peu, enfin voilà, voilà, ça fait maladie, pathologie, mais c'est vraiment pour parler voilà, de ce côté trouble. Et il y a une question qui revient souvent dans mon audience, c'est le diagnostic. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'un diagnostic? Moi, j'ai beaucoup de personnes qui viennent me voir, qui me disent, bah, grâce au contenu que tu partages sur Internet, je suis quasiment sûre que je suis concernée. Est-ce que j'ai besoin d'un diagnostic? Pour toi, le diagnostic, est-ce qu'il est nécessaire et qu'est-ce qu'il apporte aux personnes qui pensent être concernées? Ouais. Alors, non, j'ai envie de dire, on n'a pas forcément besoin d'avoir l'étiquette confirmée, écrite dans un compte-rendu. Après, parfois, moi, je vois dans les adultes que je reçois ou chez les parents, ça dépend. Enfin, ils ont besoin parfois, en fait, d'entendre que leurs difficultés alimentaires qui se trimballent, un peu comme les casseroles d'Anatole, qui se trimballent depuis leur enfance, en fait, et que personne n'a entendu, enfin voilà, ne veut entendre aussi, considère que, en fait, vous êtes juste simplement difficile, que vous ne mangez rien, que, enfin voilà, des parents qui ne comprennent pas, etc. Parfois, en fait, de pouvoir voilà, poser un diagnostic, ça soulage aussi, ça lève un poids. Voilà. Parce qu'on reconnaît que j'ai un trouble sensoriel qui explique les difficultés alimentaires. Voilà. Donc, ce n'est pas indispensable, mais parfois, ça permet de lever aussi voilà, de déposer quelque chose et dire, bah, en fait, voilà, tous les retours que j'ai, tous les retours que j'ai de mon environnement familial ou autre, bah, en fait, non, enfin, voilà, ils ne sont pas justifiés. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, voilà, ça, c'est après propre peut-être à chacun, mais il n'y a pas nécessité absolue voilà, d'avoir fait un bilan dans lequel on vous dit. Si effectivement, en vous documentant, en trouvant les informations, avec ta plateforme aussi, toi, du coup, Marie, bah, bien sûr, déjà, ça permet de se dire, OK, en fait, je me reconnais là-dedans, donc j'ai très probablement, oui, un trouble de l'oralité alimentaire. Et bien déjà aussi, pareil, en fait, j'ai levé un poids. J'ai levé un poids parce que je sais que voilà, je ne le fais pas exprès, que ce n'est pas juste de la mauvaise volonté, que c'est pas juste que. Et que je n'ai pas juste à décider pour changer. Tout à fait, voilà. Voilà. Et que du coup, je vais pouvoir, enfin voilà, et je vais pouvoir m'atteler à le prendre en charge. Tout à fait. Voilà. Donc effectivement, alors que puis-je faire? Alors, j'ai mis le premier en couleur, je voulais le mettre en moins, enfin, en peu transparent, mais je n'ai pas réussi. Mais j'ai mis 3 petits points. Parce qu'effectivement, bon, consulter mon généraliste, parfois, c'est par là qu'on commence parce que on ne sait pas au début qu'il faut consulter un orthophoniste parce qu'on se dit qu'un orthophoniste, enfin, voilà, on ne pense pas du tout à l'orthophoniste. Le diététicien, parfois, on peut l'avoir déjà rencontré en chemin parce que effectivement, bon, voilà, on cherche peut-être, enfin, c'est pas qu'on cherche des régimes, mais on cherche où on sait qu'on a un peu des carences, donc on peut peut-être déjà avoir croisé son chemin et encore. Voilà. Mais en tout cas, voilà, le généraliste, s'il n'est pas formé, ouvert, sensibilisé, peut-être avec les professionnels avec qui il travaille, c'est pas lui qui va malheureusement, voilà, vous entendre
Et vous réorientez, voilà. De un, entendre et de deux, réorienter correctement. Réorienter. Malheureusement, on en est encore loin aujourd'hui. Oui, on en est encore loin. Nous, en orthophonie, ça fait pas si longtemps que ça. Alors maintenant, ça fait peut-être 5 ans, hein. Mais ça fait 5 ans qu'on a eu la reconnaissance d'un AMO spécifique, donc d'une codification de consultation pour le trouble de l'oralité. Ça a toujours existé, hein, c'est pas nouveau d'il y a 5 ans. Hein. Oui. Et puis les orthophonistes le prenaient déjà en charge, beaucoup dans le monde, alors je vais dire du handicap, parce que dans le monde du handicap, on sait qu'il y a des troubles sensoriels. Et on sait qu'il y a des troubles alimentaires aussi associés, d'accord? Mais on va dire qu'ils nous ont créé un AMO spécifique, on va dire, tout venant trouble de l'oralité. Ça a été, voilà, c'est pas qu'il y a eu une reconnaissance, mais c'est vrai qu'on en parle de plus en plus. Mais il y a encore beaucoup de professionnels qui ne connaissent pas. Hein. Et de médecins qui n'en ont jamais entendu parler. Donc après, qui vont du malheureusement, il y a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus. Moi, c'était il y a 10 ans déjà, mais quand j'avais demandé à ma généraliste l'ordonnance pour l'ortho, j'avais déjà trouvé l'ortho, je savais déjà que je voulais l'avoir. Il me fallait juste l'ordonnance. Et elle m'avait dit non, mais les orthos n'ont rien à faire sur les problèmes alimentaires. C'est une charlatan, il ne faut surtout pas aller la voir. Et elle avait refusé de me faire mon ordonnance. Ouais, oui, non, mais ça c'est terrible. Hein. Et puis, je veux dire, on est vraiment autour de la problématique au-delà du. Parce que c'est un trouble sensoriel, mais voilà, nous, on est experte de tout l'appareil alimentaire. Voilà, parce que de la bouche, le larynx, tout ça, la voix, la déglutition, c'est un peu notre corps de métier. Oui. Des reprises alimentaires dans le cadre de cancer ORL, des phobies alimentaires, des difficultés de mastication. Tout ça, c'est des choses, des compétences que les orthophonistes ont en formation sur tout ça. Donc bien sûr, que faire? Alors oui, consulter un orthophoniste si on arrive à en trouver un qui aurait la dispo pour soi. Consulter un diététicien, comme je disais, parce que, comme on disait avec Marie, c'est très important. Pour se faire aussi accompagner sur le plan des apports et vérifier qu'on n'est pas carencé. Voilà. Et puis après, faire partie d'un groupe de soutien, de parole. C'est vrai que maintenant, il y a pas mal on en parle de plus en plus, donc je pense que ça se crée aussi et c'est très soutenant. C'est soutenant et on en a besoin pour pouvoir déjà échanger, en parler, comment tu fais, avoir des pistes. Donc ça, c'est hyper précieux. Donc si je trouve pas d'orthophoniste, je peux très bien, aussi me rapprocher et déjà commencer par là, clairement. Donc du coup après, globalement, qu'est-ce qu'on peut faire dans le quotidien? Et même si je n'ai pas d'orthophoniste sous la main ou disponible ou formé, il y a 2 choses en fait sur lesquelles il va falloir avancer. Clairement, on a parlé du trouble sensoriel, hein, donc il faut se désensibiliser. Ça veut dire qu'il faut abaisser son seuil de réactivité sensorielle. D'accord? Donc, c'est-à-dire que quand j'effleure mon bras, quand on les effleurements, en général, on n'aime pas du tout. C'est là que ça nous dérange. D'accord? Et que là, du coup, c'est hyper gênant. D'accord? Alors que si je viens avoir un toucher beaucoup plus important, si on vient me prendre par le bras et que c'est rapide et que c'est profond, là, ça ne me dérange pas. Il y a des différents types de toucher. Dans la bouche, en fait, c'est pareil. C'est que les textures, ce qui va toucher, les textures, les odeurs et autres, vont provoquer trop de sensibilité. Et il va falloir déjà aider les capteurs à répondre de façon moins importante. Donc, on va voir après comment. Et puis, il y a s'habituer aussi progressivement aux aliments. Et donc, ça, c'est déjà tout ce dont vous avez peut-être déjà parlé, en tout cas avec toi, Marie, dans tes groupes, etc. Effectivement, c'est de l'habituation progressive. Voilà, chacun a son rythme individuel, de l'habituation progressive aux aliments, s'y confronter. Ouais, sur ce sujet-là, j'ai un atelier dimanche matin, justement, pour présenter l'habituation progressive en détail, le pairage et le chaînage, avec des exemples concrets, cette fois autour du pain.
donc tout ce qui est pizza, burger, sandwich, etc. Très bien. Donc ça, ce sera dimanche matin en détail. Donc là, effectivement, on ne va pas tout détailler ce soir. Malheureusement, on ne peut pas tout faire en un atelier. C'est ça, c'est ça. Voilà, donc effectivement, alors par rapport à la question de la désensibilisation, donc comment? Alors, ce qu'on peut faire en tant qu'adulte, enfant aussi, hein, mais surtout là, moi j'ai accès pour vous, voilà, en tant qu'adulte, c'est on va pouvoir utiliser une brosse à dents électrique. Alors, non pas pour se brosser les dents, brossage de dents, ça c'est autre chose. Et peut-être que déjà, le brossage de dents, c'est pas forcément quelque chose d'évident aussi pour vous, sensoriellement. Ça, c'est possible aussi. C'est souvent problématique, ouais. C'est souvent problématique. D'ailleurs, Laurie, on en avait discuté aussi de ça. Oui. Voilà, Oui, le côté sensation, ce que va provoquer la brosse. Et puis, il y a plein de types de brosses différents, de touchés différents. Enfin, voilà. Parce que si on met du dentifrice, si on n'en met pas, ça rajoute du goût, ça rajoute enfin, voilà, tout ça, des textures. Donc, effectivement, là, ça va être utiliser une brosse à dents électrique pour faire une balade. Enfin, moi, je parle vraiment de balade, de promenade dans la bouche. 7 fois par jour pour se désensibiliser. D'accord? Je vais revenir aussi pourquoi 7 fois par jour, ça paraît beaucoup. Ça sera, moi en général, je propose 30 secondes, voire 1 minute, mais max, d'accord? 7 fois 30 secondes, ou avec ma brosse à dents électrique, je vais l'avoir en bouche. Je pourrais très bien me dire, ok, je fais du surplace, je reste sur la langue, je vais explorer ma langue, je me déplace. Donc, je mets la vibration, hein, évidemment. D'accord? Et je vais venir, du coup, me déplacer, langue, joue, d'accord, d'un côté de l'autre, palais, aussi sous la langue, et je vais venir, voilà, le faire. Et je vais venir le faire 7 fois par jour, d'accord. Alors, pourquoi 7 fois par jour? Ça a été aussi expérimenté, hein. Il y a des études qui ont été menées par des orthophonistes, notamment par Catherine Sénez, qui est une des pilières, une des orthophonistes pilières dans le monde de l'oralité, dans le monde du handicap et dans le monde de l'oralité. Et voilà, elle a essayé de faire moins. Est-ce qu'on peut se dire, oh là là, 7 fois par jour, mais comment je vais faire? Voilà, ça me paraît beaucoup. Mais 7 fois 30 secondes, si on fait le total, c'est pas, voilà, ça paraît pas énorme, hein. Voilà, ça fait pas grand-chose. Mais de faire moins de fois, on a moins de résultats. Donc, s'investir à moitié, si c'est pour finalement pas avoir beaucoup de résultats, ça sert à rien. Enfin, vous mettez de l'énergie, mais on n'aura pas de résultats ou pas les résultats escomptés. Voilà. Donc, ça a été prouvé, étudié, mais par contre, il faut se rapprocher le plus possible voilà, de ces 7 fois par jour. D'accord? Donc, brosse à dents électrique, après, on peut en avoir une au travail, enfin, dans une petite pochette, c'est facile d'en avoir une. Enfin, voilà, on peut en avoir une dans, voilà, une dans son sac à main ou dans une à la maison qu'on va laisser de façon après visible pour pouvoir y penser. On va se mettre des rappels. Enfin, voilà, je pense qu'après, j'ai réévoqué 2-3 choses sur une des diapos après. Avant de parler de l'extrait de pépins de pamplemousse, comme j'ai noté en dessous, je vais passer peut-être tout de suite à combien de temps, pendant combien de temps je vais devoir faire ça. Ça va faire le lien du coup. Alors, pour tout apprentissage, quel qu'il soit, notre cerveau a besoin, d'accord, d'une période de 21 jours pour en fait créer, générer une habitude. D'accord? N'importe quel apprentissage, c'est une période de drill, donc d'entraînement répété pendant 21 jours. Je vais prendre après un exemple, ça va vous parler, mais au bout de 21 jours, bon, j'ai créé une habitude parce que je me suis entraînée et je l'ai fait plein de fois, donc ça y est, le cerveau, il a créé une séquence. Par contre, pour vraiment l'intégrer définitivement et que ça se fasse de façon automatique et qu'il y ait vraiment une intégration sensorielle ou une intégration motrice de la séquence, il faut que je le prolonge sur 6 mois. Et au bout de 6 mois, apparemment, je n'ai plus besoin d'y revenir. L'exemple qui parle souvent bien, c'est la conduite. Vous vous souvenez certainement du coup voilà, des cours de conduite avec le moniteur d'auto-école. Alors moi, je sais moi, je sais que c'était 21 heures. Je pense que ça doit toujours être pareil, à peu près, plus ou moins, enfin minimum 21 heures. Donc, je considère que c'est les 21 jours. Ça veut dire que j'apprends pendant 21 heures
pendant 21 jours, parce qu'en général, on y va régulièrement. Donc là, je crée une habitude. Donc, j'apprends à effectivement enfoncer la pédale d'embrayage, de venir passer la première. Ok, j'enlève mon pied, je passe mon pied sur l'accélérateur et après, je me débrouille. Et tout ce jeu, ça, je le crée parce que je le répète au démarrage pendant les 21 heures de conduite. D'accord? Par contre, quand vous venez juste d'avoir votre permis au bout des 21 heures de conduite, ou 22, 23, 24, parce qu'on en a pris 2-3 heures de plus, ou plus, voilà. Mais voilà, c'est à peu près, enfin, c'est pour avoir vraiment cette image-là. En fait, je ne suis pas du tout encore un conducteur expert, enfin, c'est pas automatisé. J'ai créé, mais quand je sors et que ça y est, j'ai eu mon petit papier rose, normalement c'est des cartes, mais voilà, ça fait vieux de dire ça, mais le petit papier rose à notre petit permis, quand on a notre permis et qu'on commence à prendre sa voiture voilà, en autonomie, bon, on est encore là à dire, ah oui, mince, il faut que je pense à ça, je vérifie le rétro, hop, je regarde bien, enfin, je suis encore dans cette démarche-là, je ne l'ai pas automatisé. Par contre, à partir du moment donné où vous allez prendre votre voiture, tous les jours, vous allez aller au travail, donc faire un trajet le matin, faire un trajet le soir, éventuellement aller vous chercher à manger le midi, etc. Au bout de 6 mois, et maintenant vous êtes voilà, des conducteurs experts, mais au bout de 6 mois, en fait, on n'en tient plus compte. Et parfois, on se fait même peur à se dire, on est rentré du boulot, on a pensé à 10 millions de choses dans la tête, j'ai passé un appel, je pensais à ci, j'ai chanté la chanson, et en fait, je ne me suis même pas aperçue de tout, et j'ai fait tout en mode automatique. Voilà. Et donc ça, c'est vraiment ce côté des 6 mois d'intégration. Donc, en fait, il ne faut pas s'arrêter trop tôt. C'est pour ça que c'est important déjà de partir sur une période de 21 jours. Voilà, le plus possible, le plus rigoureusement possible, avec mes 7 fois par jour. Et plus je vais me rapprocher des 6 mois, plus je sais que je vais vraiment me l'intégrer sensoriellement. Ça passe vite, 6 mois, quand on voit maintenant les mois. Là, moi, je me dis, ça y est, on est déjà mi-mars. Enfin, voilà, ça va vite. À partir du moment où on sait aussi quels sont, on va dire, les enjeux et l'importance aussi de cette régularité, parce que finalement, si je le fais 3, 4 fois, je le fais un jour, je ne le fais pas l'autre, tout ça, je vais mettre de l'énergie, mais ça ne va pas payer. Du coup, bon, voilà quoi. C'est pas motivant, on se dit ça ne marche pas, etc. Non, ça ne marche pas, ça c'est certain, et ça a été étudié avec voilà, des patients, des cohortes de patients, etc. Par contre, si en sachant ça, je sais effectivement les tenants et aboutissants, eh ben, quand je serai disponible, parce que si ce n'est pas demain que je serai disponible pour commencer, mais peut-être que ça sera dans un mois, parce que là, en ce moment, je suis préoccupée, ou parce que je change de travail, ou parce que, voilà, là, je sens que c'est les fêtes. Il vaut mieux que je fasse après les fêtes, parce qu'on va être à droite, à gauche, parce que ça, on va partir, parce que si. Voilà, si ce n'est pas le moment propice pour commencer, il faut juste post-poser, on va dire, et trouver le bon moment. Et à partir du moment où c'est OK, je suis disponible pour, je me le mets en place. Bien sûr, il faut se l'intégrer et que ça devienne une habitude dans le quotidien, hop, d'avoir la brosse à dents sous la main, hop, de faire. Avant que je me mette à cuisiner, je le fais. Une fois que j'ai enclenché voilà, mon Thermomix ou que j'ai mis à cuire la soupe, je reprends ma brosse à dents, voilà, 5-10 minutes, un quart d'heure après, je me refais hop, le temps de la cuisson ou le temps de si. Ok, super, j'en ai déjà 2. Avant de passer sous la douche, avant de me déshabiller, je prends la brosse, je fais le temps de faire chauffer l'eau, par exemple. J'ai mes 30 secondes, je me suis séchée, je suis sortie de la douche, hop, je reprends ma brosse, elle est sous la main. Voilà. Après, c'est à vous de déterminer. Donc, le professionnel, il peut être là pour ça, mais sinon, après, c'est important juste pour vous de pouvoir l'intégrer dans votre quotidien et trouver les moments qui vous correspondent à vous. Les moments qui vous correspondent, ce n'est pas ceux voilà, du voisin ou de la voisine ou effectivement de quelqu'un d'autre parce que ça ne marchera pas. Vous avez chacun votre propre rythme professionnel, personnel, familial et donc il faut se trouver à quel moment. D'accord? Il n'y a pas forcément nécessité que ce soit strictement 7 fois par jour avec intervalles réguliers. Ça, non.
D'accord? Je peux très bien voilà, en faire 2, 3 le matin et m'en faire 4 ou m'en faire 5 le soir. Alors, je vais les espacer un peu. Je ne me les fais pas d'affilée. Je ne reste pas effectivement 3 fois 30 secondes. Mais hop, je vais switcher et je vais refaire. Voilà, pour que chaque fois, en fait, le cerveau et la bouche reçoivent encore l'information. Voilà, de se désensibiliser, d'abaisser la réactivité, parce que je vais venir la solliciter, pas longtemps, mais souvent. D'accord? Est-ce que par rapport à ça, il y a des questions? Est-ce que c'est clair? Voilà, après, voilà, quand je mettais, au début, il faut se planifier les séries en fonction voilà, de votre rythme. Et parfois, on a besoin, parce que des fois, on n'arrive pas à le mettre en place, et bien, rigoureusement au début, je prends mon agenda, je prends mon téléphone, je mets des rappels pour avoir les 7 fois dans la journée. Et puis, vous allez voir qu'à un moment donné, du coup, c'est pareil. Ça va devenir habitude. Vous savez que vous le faites plutôt à ce moment-là. Voilà, vous mettez un système de gommettes à chaque fois que vous allez à tel endroit. Hop, ah oui, c'est brosse. Bon, ça marche très bien. Il faut juste trouver ce qui vous correspond et il faut se le planifier. C'est une habitude à prendre. Voilà. Une fois qu'elle est prise, ça roule, ça ne prend pas de temps, vous ne perdez pas vraiment de temps et vous savez pourquoi vous le faites. Et au niveau de la promenade, comme tu disais, dans la bouche, oui. Est-ce que tu as des recommandations sur où est-ce qu'on va, à quelle profondeur Non, c'est vous qui gérez par rapport à vos propres sensations. Donc, voilà, il n'y a pas… Voilà, la langue, je peux aller progressivement devant, milieu, côté, derrière, mais je vais faire au gré de mes sensations. Peut-être qu'au début, je vais… Et si on sent qu'on réagit, on s'arrête. Alors, quand tu dis qu'on sent qu'on réagit, c'est… typiquement, si on a un réflexe nauséeux… Oui. Alors après, c'est un peu comme un cheval. Ça veut dire que quand on tombe, il faut remonter. Mais alors, bien sûr qu'on n'est pas là pour provoquer le réflexe nauséeux. D'accord? Mais donc, ça veut dire qu'au prochain coup, quand je vais reprendre, si là, ça a été désagréable, je vais tout de suite revenir déjà vers l'avant. On sait que le réflexe nauséeux, alors, c'est un réflexe sécuritaire. En général, on ne l'aime pas. En plus, c'est désagréable. Mais c'est un réflexe plutôt sécuritaire. Et voilà, c'est chez le tout petit, quand on est bébé, il est très, très antérieur. Donc, ça veut dire qu'il est sur le devant de la langue parce que le bébé, il ne peut rien tolérer en termes on va dire de morceaux. Il ne peut rien tolérer à part du lait. D'accord? Et donc, du coup, il a un réflexe nauséeux qui est très antérieur. Ça veut dire qu'à la moindre introduction en bouche, qu'est-ce qui va se passer? Ça va expulser. Voilà. Donc, c'est ça qui va protéger. Au gré de nos explorations, hocher, porter à la bouche, le poing, le ci, le ça, au gré de toutes ces explorations orales qu'on fait normalement de notre propre développement, mais peut-être que si vous posez la question à vos parents, ils s'en souviennent, en fait, on va être des enfants peut-être qui n'ont pas exploré par la bouche. Parce que sensoriellement, c'était compliqué. Et donc, du coup, ça explique aussi que le réflexe nauséeux, il est resté aussi peut-être assez antérieur. Alors, c'est pas juste là, mais il peut être médian. D'accord? Et en fait, le réflexe nauséeux, il va se postérioriser progressivement au gré du développement. D'accord, pour se retrouver en partie postérieure. Et c'est un réflexe de défense. Donc, s'il y a quelque chose, un poison, en fait, quelque chose comme ça, la langue va tout de suite venir expulser quelque chose qu'elle ne peut pas normalement tolérer ou gérer. D'accord? Donc, oui, si je suis allée trop loin, mais tout de suite, je vais revenir et je vais me dire, OK, je reste d'abord dans cette zone-là. Et je vais avancer pas à pas au gré d'eux. Voilà. J'avance en autonomie à mon rythme, en fonction de mes sensations. Et vous allez voir que progressivement, vous allez tolérer la vibration sur la langue, sur les côtés. Vous allez tolérer la vibration sur les joues, alors que ce n'était pas du tout possible que ça vienne à cet endroit-là ou que ça vienne sous la langue. Vous allez venir, ça va s'atténuer. Vos retours sensoriels vont s'abaisser. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu, en tout cas, à ta question. Après, donc, j'ai mis une petite étoile aussi sur la possibilité de se désensibiliser par l'amertume. Par le côté amer,
ça, c'est aussi Catherine Sénès. Alors là, pour le coup, il n'y a pas eu de consensus. Enfin, ça n'a pas donné lieu à voilà, une étude, etc. C'est vraiment de l'expérimentation et du vécu au cours de voilà, de ces années d'expérience et des consultations qu'elle a eues. Et en fait, pareil, en s'habituant progressivement avec, voilà, alors là, c'était de l'extrait de pépins de pamplemousse qu'on se met sous la langue. En général, on fait ça en période d'hiver pour l'immunité, etc. Et en fait, l'amertume va venir aussi tous les jours stimuler les capteurs sensoriels. Et puis à un moment donné, on s'habitue. Au début, c'est berk qu'on ne supporte pas. On a même la première goutte. Et puis finalement, après, bon, bah, c'est bon, la première goutte, c'est bon. OK. Puis 2, puis 3. Donc, en fait, là, pour le coup, on va le faire. Donc, ça, on peut le faire effectivement en tant qu'adulte ou à partir de 6 ans, pour les plus grands. On va d'abord venir mettre une goutte sous la langue et on va le faire au coucher. C'est-à-dire que l'amertume, elle va se diffuser. Voilà, tout le long de la soirée. Et je ne vais pas me brosser les dents juste après, ou je ne vais pas aller manger un carré de chocolat, ou je ne vais pas aller manger juste après. D'accord? Sauf si vraiment, ce n'était pas tolérable. Hein. Après, voilà, chacun en fonction de son seuil de sensibilité. Hein. Mais voilà, je vais apprendre progressivement. Et donc, je vais mettre une goutte sous la langue, voilà, entre guillemets, au coucher. Une fois que je me suis brossé les dents, une fois que c'est bon, OK, etc., je viens mettre une goutte. Au bout d'une semaine, au bout de 15 jours, au bout de 3 semaines, je vais mettre 2 gouttes, puis 3 gouttes. Voilà. D'accord, 3 gouttes, c'est déjà bien. Voilà, on peut rester à peu près sur ça. Mais voilà, on avance à son rythme et l'amertume va venir aussi abaisser le seuil de réactivité de vos capteurs sensoriels dans la bouche. On peut combiner les deux, hein. On peut combiner la brosse à dents, on peut combiner voilà, les petites gouttes. Voilà, souvent aussi ce qu'on va proposer, alors chez les enfants quand ils sont tout petits, soit on va proposer la brosse à dents électrique quand c'est possible, soit sinon on va proposer des fois aux parents de faire des massages intrabuccaux, on leur montre un petit protocole. On peut aussi très bien, ça m'arrive aussi parfois avec certains adultes, ça après voilà, c'est à voir aussi, pourquoi est-ce qu'on veut utiliser ça, de se dire ok, avec mon doigt ou à chaque fois que je veux aller me brosser les dents, donc peut-être 2-3 fois par jour, tout dépend aussi voilà, si c'est facile ou pas à faire, mais à chaque fois que enfin, voilà, je vais dans la salle de bain où je vais me laver les mains, etc., j'ai les mains propres, je vais venir avec mon doigt frotter très fortement au niveau de mes gencives et rapidement. Je vais venir désensibiliser. Je peux faire ça le long de ma gencive, comme ça. Ça va venir, voilà. Et pareil, plus je vais avoir un toucher qui est profond et qui va être rapide, plus je désensibilise. D'accord? Moins je dis des réactions. Par contre, plus j'ai un toucher qui va effleurer, plus ma réaction, enfin, plus ma réactivité va être importante. Donc, quand je veux désensibiliser, je vais faire rapide et profond. D'accord? Voilà. Donc, que ce soit dans la bouche ou que ce soit au niveau des mains ou que ce soit au niveau des pieds ou que ce soit au niveau du visage, du corps, d'une zone particulière qui est plus sensible. Et avec la brosse à dents, il faut aussi appuyer plus fortement du coup ou c'est pas Alors, nécessaire? c'est pas nécessaire, c'est au gré des sensations. Donc, voilà, il n'y a pas forcément d'indication stricte à avoir un appui très profond. Après, un appui plus profond peut permettre effectivement d'être moins en surface parce que voilà, quand j'ai juste la vibration, voilà, ça peut me gêner. Par contre, si j'ai une vibration avec un appui, oui, voilà, effectivement, je peux venir à ajouter une pression. Voilà, toucher avec pression aussi au niveau de la langue. Voilà, si j'ai un fort réflexe nauséeux ou une forte sensibilité, je vais pouvoir venir peut-être faire des appuis, effectivement. Voilà. Mais ça se passe très bien. Et en général, voilà, on voit la différence au bout d'une semaine. Ah ouais, alors au début, le premier jour, les 7 fois par jour, voilà, au bout d'une semaine, déjà, c'est plus pareil. Parce que je l'aurais déjà fait un certain nombre de fois. Puis au bout de 15 jours, puis au bout d'un mois, puis au bout de voilà, ça va, vous allez sentir qu'effectivement, voilà, ça s'abaisse. C'est moins gênant. Ça ne veut pas dire que ça va être agréable, hein, d'accord? Mais c'est tolérable. Mais ça va être tolérable. Et c'est ça qu'on veut, qu'on cherche. Tolérer. Voilà. Oups là, pardon.
Voilà. Passe à la suite. Très bien. J'ai Voilà. pas fait exprès. C'est parfait, c'est parfait. Donc, évidemment, se désensibiliser, c'est pas une baguette magique non plus. Hein, c'est pas parce que je vais faire ça que tout de suite, voilà, tout est beau. C'est pour ça que j'ai mis la petite licorne avec les. Enfin voilà, tout va bien, c'est facile. Et puis je vais remanger normalement. Non, c'est pas ça. Par contre, je vais apprendre. Du coup, ça va m'aider sur le plan sensoriel. Et donc, je vais pouvoir mieux aller essayer. Voilà, aller faire des expériences sensorielles. D'accord? Donc, il faut accepter que ça prenne du temps. Hein. Vous êtes adulte, le trouble sensoriel, alimentaire, c'est depuis votre enfance. Hein. Donc, on ne va pas, en un claquement de doigts, manger normalement du jour au lendemain. Si seulement c'était si facile. Voilà. Et puis, on gardera toujours une sensibilité peut-être un peu plus élevée, mais par contre, on va essayer de tendre à la normaliser ou en tout cas à la diminuer pour que ce soit tolérable et que je puisse du coup augmenter mon panel et que je puisse manger avec des collègues ou que je puisse aller au restaurant et avoir au moins une, deux choses sur lesquelles voilà, je vais pouvoir. D'accord. On ne s'arrête pas au premier progrès, ça c'est important, c'est cette histoire des 21 jours. Si à un moment donné, je trouve que ça y est, la brosse à dents, au bout d'un mois ou au bout de 2 semaines, c'est bon, je la tolère et ça va. Oui, mais si vous arrêtez déjà là, en fait, l'intégration sensorielle, l'automatisation, elle ne se sera pas faite. Vous aurez créé quelque chose, mais on ne sera pas allé jusqu'au bout. C'est vraiment important. Voilà. De le faire. D'accord? Parce que passer son permis, c'est bien. Ne pas conduire, parce que parfois, quand on est parisien, par exemple, enfin voilà, on passe le permis, bon, on peut le passer tard, parce qu'on n'en a pas l'utilité, puis après, en fait, on ne conduit pas. Donc, les jeunes qui ont le permis dans Paris, etc., qui ne vont pas conduire tout de suite, si je ne conduis pas tout de suite, alors c'est bien, j'aurais créé un apprentissage, mais il n'est pas du tout automatisé. Parfois, il faut se remettre un peu en selle un petit peu plus tard. Voilà. D'accord? Donc, c'est vraiment, ça, c'est important. Voilà. Quand je suis malade. Au bout des 6 mois, excuse-moi, je t'interromps. Au Vas-y. bout des 6 mois, on arrête complètement la petite promenade dans la bouche? Ouais. On arrête. On a déjà fait une bonne séquence, une très bonne séquence. Ça n'empêche qu'après, vous pouvez très bien, plus tard, voilà, vous dire, OK, je vais me refaire une petite cure de 21 jours. Là. Hop, je reprends 6 mois plus tard, 3 mois en fonction de vous, de là où vous en êtes, là où vous en êtes arrivé. D'accord? On peut. Mais déjà, c'est très bien. Oui, j'arrête, c'est bon. Super, j'ai mon objectif. J'ai atteint l'objectif. Et après, je sais que je peux utiliser la brosse comme ça, un peu en cure de rappel pour venir, s'il y a besoin, effectivement, voilà, dans les mois qui suivent, voilà, je peux me faire des petites cures de rappel. Et donc, cure, tu dis plutôt vers les 21 jours que vers les 6 mois. On ne refait pas une séquence de 6 mois. Alors, voilà, pareil, tout dépend de quelle manière on aura progressé. Est-ce qu'on est très loin des objectifs qu'on s'est donnés? Voilà, en général, voilà, ça nous a déjà amené, c'est déjà bénéfique. Après, voilà, si vous sentez que, on peut très bien réenvisager de refaire 6 mois. Voilà, quand on sait, quand on a vu, voilà, mais peut-être 1 an après ou 8 mois plus tard. Hop, je me refais une séquence. Enfin, voilà, tout dépend effectivement de votre évolution et de là où vous en êtes. Et voilà, encore, j'ai envie de dire, de la sévérité de la sensorialité. Voilà. D'accord. Et donc après, là, je suis sur la diapo, je disais qu'effectivement, si je suis malade, quand on est malade, on est tous plus sensibles, clairement. On n'aime pas qu'on nous touche, on n'aime pas qu'on nous... Enfin, voilà, on est sensoriellement, on est encore moins disponible sensoriellement. C'est normal. Donc là, par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais m'autoriser à faire que une balade, 2 balades, 3, mais même une. Si vraiment ça ne va pas, le jour où je suis vraiment pas bien du tout, je suis couchée, ou alors j'en fais pas du tout si vraiment je ne suis pas disponible. D'accord? Par contre, le lendemain, ça ira déjà un peu mieux. Je vais reprendre progressivement. Et là, c'est pas grave. Hein, je peux me faire d'abord une reprise à 3, puis 5, puis 7, et hop, réatteindre. D'accord? Mais avoir le moins d'interruptions possible. Voilà, pour que le cerveau et pour que la bouche ait vraiment
ce drill et cette répétition-là. D'accord? Voilà. Mais je peux tolérer, adapter le temps où vraiment je ne suis pas bien. Voilà, en tout cas, voilà pour ça. Après, effectivement, autre grande partie, je vais en parler, on va dire, rapidement, peut-être en rappelant certains principes. Et puis après, effectivement, c'est tout le lieu de tes groupes et après, sur le côté chaînage et autres. Il va falloir aussi que je m'habitue progressivement aux aliments, que je m'y confronte. Alors, comment? Là, j'ai trouvé une petite image. Alors, c'est de Vygotsky, donc c'est quand même un pédagogue, c'est par rapport aux troubles par rapport aux apprentissages en général. C'est juste que on va y aller chacun en son rythme en se déterminant des objectifs qui sont atteignables pour soi. C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et on parle de la zone proximale de développement dans les apprentissages, quels qu'ils soient. Ça veut dire que si j'ai quelque chose de trop facile, on voit au tout démarrage, on s'ennuie. Si après, je suis j'ai une zone de confort et j'ai une zone d'apprentissage où je mets pour moi, dans la zone d'apprentissage, c'est la zone où je me sens bien en fait. Je suis proche de ma zone de confort et je ne dépasse pas la zone d'inconfort. Et puis, je ne vais pas au-delà dans la zone de panique, au fin fond nager avec les requins. Les requins et au fin fond de l'océan, bien profond. Si j'ai peur de nager, je vais y aller progressif. Je vais adapter. Et il faut, pour chacun, pour pouvoir progresser, il faut qu'on soit vraiment dans notre zone proximale de développement, entre la zone de confort et pas dépasser la zone d'inconfort. Forcément, l'alimentation, ce n'est pas quelque chose où on est à l'aise, d'accord? Mais il va falloir, du coup, peut-être se donner un fractionner encore plus les objectifs en fonction de chacun pour que ce soit des objectifs atteignables. Et si je me mets des objectifs trop élevés, en fait, je vais me décourager, ça va me générer de l'anxiété, de l'angoisse. Ah oui, alors soit l'orthophoniste, parce que parfois, on peut donner, ou parfois entre ce que l'orthophoniste, ou peu importe, ou les objectifs qu'on s'est donnés, en fait, on n'a pas entendu la même chose. Du coup, on rentre, on se met un objectif, mais trop important, puis en fait, on n'y arrive pas, puis on est découragé, on se dit, oh là 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 là, mais comment je vais faire ça? Puis quand je revois l'orthophoniste, moi, je vois avec les patients, ah non, pas du tout. Alors, on va tout de suite réadapter, vous voyez, et c'est pour ça que du coup, là, en fait, c'est beaucoup trop. Et il faut apprendre à doser et à savoir ce qu'on peut se permettre ou se donner. Voilà, donc des micro-objectifs. C'est toute la difficulté, je pense, d'avancer en autonomie, c'est de réussir, quand on est tout seul, à prendre le recul pour réussir à naviguer justement entre cette zone de confort, cette zone d'inconfort, et réussir à bien définir ses objectifs et à bien les découper en étapes pour réussir à avancer petit à petit. Tout à fait. Parce que, en fait, l'objectif numéro 1, ça ne va pas forcément être tout de suite de venir manger un quartier de pommes, quoi. Je vais prendre ça. Avant de manger le quartier de pommes, il y a plein d'objectifs que vous pouvez déjà travailler et ce sera des micro-objectifs atteints, mais qui vont vous permettre progressivement d'aller vers effectivement une lamelle de pomme. Les petits pas par petits pas, on arrive à l'objectif principal. Tout à fait, voilà. Mais je vais vraiment… et parfois, on se donne des objectifs et on pense que manger un quartier de pommes, on se dit, ça va, c'est pas la fin du monde quand même, le petit quartier de pommes. En fait, j'en suis pas du tout là, quoi. Et accepter que j'en suis pas encore là. Et savoir Et accepter de reconnaître que le quartier de pommes, aujourd'hui, il est peut-être encore dans la zone de panique et que du coup, il faut trouver des objectifs intermédiaires qui soient plus entre la zone d'apprentissage et la zone de confort. Tout à fait, clairement. Forcément, ça va nous demander de sortir un peu de notre zone de confort, la zone d'apprentissage, parce que, il faut qu'on apprenne à tolérer. Donc, on sort à peine, mais on n'est pas loin. Donc, on sait que, on y va vraiment progressivement. Ça, c'est important. C'est important et on va vite se donner des objectifs parfois qui sont pas adaptés.
Voilà. Donc ça, c'est important, quoi. De se dire, il n'y a pas de micro-objectifs, il n'y a pas de petits objectifs. Voilà. Donc voilà, ça c'est un peu pour tout, hein, voilà. Donc concrètement, on peut avoir vraiment en fait simplement des objectifs d'habituation d'abord visuelle. Si pour vous, il y a une forte sensibilité à la vue des aliments, d'abord je vais travailler avant même de les toucher et avant même de les sentir, je vais d'abord les travailler à la vue. Et en disant, C'est ce que j'appelle la période où on apprivoise les aliments. Tout à fait. Ouais. Et peut-être qu'en fait, de voir les aliments, ça ne me dérange pas. Bon, dans ce cas-là, si de les voir, ça ne me provoque rien, ça ne me génère rien, ok. Bon, moi, je vais aller travailler plus sur, un objectif suivant. Mais sinon, effectivement, d'abord, je l'apprivoise, je le vois. Et il faut que je le vois dans mon assiette, sans pour autant me dire, ok, d'abord, je le vois régulièrement dans le panier à fruits ou dans ma cuisine. Déjà. Après, je le vois sur la table. Je vais me dire, ok, à chaque fois que je vais manger ou, régulièrement, il va être présent sur la table. Donc, je vais le voir. Et il va se rapprocher en termes de proximité aussi, hein. Je vais le mettre au bout de la table et puis je vais le mettre devant au niveau de mon verre. C'est pas pareil quand c'est sensoriellement difficile. Et puis après, je vais le mettre dans mon assiette. Je vais, alors, tout dépend de la taille, hein. Mais pareil, de le voir entier, c'est différent que de le voir coupé. De le voir coupé, parfois on n'aime pas parce qu'il y a la vue des pépins, parce qu'il y a la vue du côté humide. Voilà, il y a plein de choses qui peuvent nous déranger parce que, voilà, d'accord. Donc on va progressivement, effectivement, l'apprivoiser visuellement, notre aliment, et le tolérer de plus en plus près et de le tolérer à la vue dans notre assiette. Voilà, d'accord. Voilà, donc une habituation olfactive, pareil, soit je vais me dire, ok, mon objectif, ça va être d'abord de le sentir. Je peux le prendre dans ma main, je peux le toucher, ok. Par contre, l'odeur, elle me dérange. Bon, je le prends, je le sens. Ok, c'est bon, je le repose. Je l'ai fait. Et je vais le refaire. Et je vais le refaire régulièrement. Et je vais prendre cette habitude d'aller porter. Ok, un petit peu. Est-ce que je peux rester 3 secondes? Ok, c'est bon. Super, je le repose. Voilà, je peux le refaire, je refais 3 secondes ou je le refais à un autre moment dans la cuisine en repassant, etc. ou au cours de ma journée. D'accord? Et puis après, est-ce que je peux le tenir 5 secondes et avoir une inspiration qui est un peu plus grande? Voilà. Et tolérer progressivement les odeurs que ça dégage. D'accord? Et tu disais régulièrement, est-ce que tu as des recommandations justement sur cette régularité? J'avais entendu des orthos qui parlaient qu'il fallait absolument le faire tous les jours. Ça me semble difficilement atteignable dans la vraie vie, on va dire. Est-ce que tu as des recos, toi, là-dessus? Alors, c'est vrai que c'est difficilement atteignable. Et puis, il ne faut pas faire une fixette non plus. Le risque, c'est un peu de s'en dégoûter aussi, non? Voilà, faut arriver à trouver le juste milieu, encore une fois, je trouve. Et puis, tout dépend aussi de ce qu'on va avoir à la maison, de ce qu'on va avoir sous la main. Voilà. Est-ce qu'on travaille qu'un seul fruit ou qu'un seul aliment? Est-ce que, en fonction aussi du conjoint, de la conjointe, des parents, voilà, des enfants qui sont présents et du coup de ce qu'on va cuisiner, je vais me donner des objectifs. Après, voilà, effectivement, tous les jours. Je ne sais pas si strictement, moi en général, je n'impose pas que ce soit tous les jours. Par contre, on a besoin de le voir, de le revoir et de le revoir. Voilà, de s'habituer. Et pour s'habituer, il faut une présentation régulière. Après, ça ne veut pas dire que effectivement, que je me le mette tous les jours. Strictement. Mais plus je vais le faire souvent, mieux c'est. Voilà. D'accord? Parce que c'est ça qui va faire que du coup, c'est bon, une fois que je l'ai vu 10 fois, 15 fois, bon, ça va, je peux le voir. OK. Bon, est-ce que maintenant, je peux le toucher? Je le touche du bout du doigt. OK, c'est bon. Peut-être que je peux déjà le prendre dans la main, je peux déjà aller faire mes courses et déjà les acheter. Par contre, je ne peux pas en consommer. Voilà, je ne peux pas le couper ou je ne peux pas le. D'accord? Donc voilà, on va essayer effectivement de s'y confronter régulièrement et que ça revienne pas non plus trop longtemps après parce que sinon le bénéfice de ma première fois, de ma deuxième fois, oh là là, mince, j'ai laissé passer 10 jours
j'ai l'impression de repartir à zéro. Et du coup, de me reconfronter, d'être à nouveau pareil sur, voilà, sur ce que ça provoque en fait. Donc, alors que j'avais commencé. C'est pour ça qu'il faut quand même de la régularité. Voilà, d'accord. C'est vrai que c'est plus facile, je crois que j'en parle un petit peu après. C'est plus facile, enfin, quand on a un conjoint ou quand on est plusieurs parce que bah, on n'est pas tout seul, donc le conjoint n'a pas forcément de difficultés alimentaires ou autres et tout ça. C'est plus facile parce que voilà, on a plus facilement aussi à disposition. J'avais accompagné un jeune étudiant voilà, qui était parti de chez ses parents, etc., qui était installé. C'était même un jeune travailleur déjà, enfin, dans la vie active. Et en fait, il vivait tout seul en appartement. Donc, les courses, ben, voilà, quoi, on achète une pomme. On fait quoi de la pomme, enfin, ou la barquette de fraises, s'habituer à une fraise, c'est bien, mais on n'achète jamais qu'une seule fraise au marché ou qu'une seule fraise. C'est très compliqué les fraises pour ça, ouais. Mais c'est vrai pour tout. Bon, bien sûr que je peux acheter qu'une clémentine. Mais bon, la clémentine, il faut. Enfin, à un moment donné. Déjà, une clémentine, c'est beaucoup, ouais. Une clémentine, c'est beaucoup. Une banane, c'est énorme. Et la banane, en plus, dès que je vais l'ouvrir, elle va commencer à noircir. Alors, je peux couper au fur et à mesure et accepter. Et puis, entre, voilà, parfois, qu'on ne veuille pas gaspiller ou enfin, voilà, gérer la quantité, c'est pas facile. Voilà. Et parfois, on est un peu limité. Un concombre, c'est grand comme ça, alors que moi, je veux simplement juste le sentir ou je veux simplement. Enfin voilà, on va parfois être limité aussi par, enfin, ou rattrapé un peu par la réalité de la confrontation aux aliments, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Voilà. Donc voilà, en le sachant aussi, ça nous permet aussi bah, voilà, de peut-être mieux choisir ou dire ok, celui-là, ouais, c'est plus facile, ou je profiterai, voilà, peut-être quand je vais aller en vacances chez mes parents, je profite à ce moment-là, je sais que c'est mon objectif. Enfin, voilà, je peux aussi me donner des objectifs voilà, atteignables en fonction, voilà, en fonction aussi de l'environnement. L'habituation progressive, ce que j'ai rajouté quand même, c'est qu'il y a toujours, ou tu vois, juste par rapport à la diade d'avant, juste très rapidement. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Voilà, je fais un entraînement atteignable. Ça veut dire que dans mon assiette, quand je vais me donner un objectif, je ne m'attends pas à ce que ça soit la moitié de l'assiette, hein, l'aliment à tester. Hein. Surtout pas. Hein. Voilà. Même un quart, c'est énorme. Donc, peut-être que ça sera voilà, 10%, voire 5% de l'assiette. Sinon, le reste de l'assiette, c'est ce que vous aimez, ce que vous tolérez, ce que vous avez déjà. D'accord? Donc, c'est vraiment petite quantité. Et voilà, je ne me fais pas parce que sinon, en fait, je vais pas du tout tolérer. Hein, ça va pas être. Puis ça va être l'enfer de se confronter à une assiette avec autant de choses non tolérées. Voilà. Voilà, il faut que ça reste. C'est sûr que c'est histoire de zone proximale de développement, quoi. Enfin, voilà. Être dans une zone d'apprentissage, mais pas se retrouver dans une zone d'inconfort, parce que sinon, on n'avance pas. On n'avance pas. D'accord? Ça nous tétanise. Et pour ça, la présence de l'aliment toléré aide grandement à rester, justement, en proximité de sa zone de confort. Tout à fait, clairement. Donc, du coup, c'est pour ça que tu peux passer la dia, merci. Et c'est pour ça qu'il y a toujours, et puis au-delà d'un aliment toléré, de ce que vous avez dans votre petite palette alimentaire, chacun, en fait, toujours avoir un aliment plaisir. On a besoin de ça. Donc, tolérer, accepter dans votre assiette d'avoir quelque chose qui vous donne envie de vous mettre à table, envie de commencer avec quelque chose qui croustille, envie de commencer avec quelque chose de sucré, de salé, ça peu importe. Avoir un aliment plaisir, voilà, qui donne du plaisir. Après, voilà, je peux avoir les aliments tolérés ou ce que j'ai dans ma palette, d'accord. Et puis, je vais introduire un aliment à découvrir. Voilà, c'est ça dans mon assiette. C'est important d'avoir un petit peu. Et là, je vais utiliser le chaînage, d'accord. Le chaînage, ça va être effectivement par proximité de ce que je tolère déjà. Je vais aller me dire, OK, je peux tester. Voilà, si j'aime les frites,
je vais peut-être pouvoir tester les frites de patates douces. Je suis quand même sur un sorte de féculent. Voilà, je peux avoir la même forme. Je vais pouvoir retrouver le côté salé. Je vais aller faire par chaînage, par proximité, pas à pas, pour me rapprocher le plus, pour que ce soit plus facilement atteignable aussi. Voilà. Et puis, s'autoriser, ça j'ai mis, voilà, à juste observer, découvrir, sentir, toucher, goûter, croquer et peut-être avaler. Avaler, ça sera peut-être, voilà, c'est pas tout de suite, c'est pas grave. Avant, il y a des étapes. Donc, ne sautons pas les étapes. Hein, je ne dois pas tout de suite aller croquer le morceau qui est dans mon assiette. Non? Voilà. D'accord? Et en même temps, voilà, peut-être que voilà, la première fois, c'est l'avoir dans son assiette, c'est le sentir, c'est le toucher. Et puis progressivement, je vais me donner un micro-objectif suivant. Est-ce que je peux le rapprocher de ma bouche? Ok, ça c'est bon. Je le fais une fois, je le fais 2 fois, je le fais 3 fois. Ok, donc maintenant, est-ce que je peux peut-être le mettre juste entre mes dents? Est-ce que je peux le toucher avec ma langue? Ok, est-ce que je peux décrocher un morceau? Est-ce que je peux l'écraser et peut-être le recracher? Et puis progressivement, voilà, le tolérer. D'accord? Je propose souvent aussi de noter dans un petit carnet, moi, à mes patients, voilà, les progrès, les ressentis, les essais, les petites et grandes victoires, hein, tout ce que vous faites, parce que ça montre voilà, toute votre avancée. Oui, moi, c'est ce que je fais déjà, justement. J'ai un carnet où je Voilà, note à chaque fois ce que je goûte et combien de fois j'ai goûté. super. Voilà. Effectivement, j'avais fait ça aussi moi avec une jeune ado, une adolescente là. On s'était fait, voilà, pareil, par chaînage, on se donnait des petits objectifs où je conseillais, voilà, allez hop, de dire aussi, on essaie d'introduire ça. Et effectivement, on s'était mis X carré en dessous et puis à chaque fois on coche, allez, un de plus, un de plus, un de plus. Ok, super. Voilà comment je suis. Puis en dessous de se mettre, la première fois, bon, moyen. Et puis au bout de la cinquième essai, ah ouais, bon, ok. Et je dis bien, hein, ça ne va pas être du jour au lendemain. C'est pas parce que je l'aurais fait 15 fois dans ma bouche que je vais l'aimer ou que je vais apprécier l'aliment. Par contre, je vais le tolérer. Donc, je suis capable de l'avoir dans ma bouche, je suis capable d'en avoir dans mon assiette, je suis capable d'en manger chez mes beaux-parents, je suis capable d'en manger au restaurant. Voilà, petite quantité, mais du coup, voilà, déjà, pas pour autant que ça va être mon aliment, par contre, préféré. Hein, ça, voilà. Mais ça permet quand même d'ouvrir des portes et de faciliter oui. certaines situations sociales, etc. Et tout à fait. Tout à fait. Voilà, clairement. Donc voilà. Alors après, qu'est-ce que j'avais remis encore donc en tout cas, voilà, ce qu'il y a à retenir, c'est voilà, moi j'aime bien cette expression, mais bon, il y a plein de choses. Hein. Rome ne s'est pas faite en un jour. Ben oui, non. Voilà, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc voilà, on se désensibilise, on s'habitue. C'est progressif, des petits objectifs, c'est à votre rythme. Oui, il faut persévérer, parce que oui, il faut s'y confronter. Et oui, il faut faire et refaire, mais voilà, en ayant bien en tête les fondements, comment on le fait, d'accord? Et puis, voilà, le soutien, c'est important. Si effectivement on a une personne, que ce soit un conjoint, une conjointe, un frère, une sœur, un parent, une amie, un ami à qui effectivement on peut en parler, on ne peut pas être en difficulté, et de se sentir soutenu aussi dans ce parcours-là, c'est vrai que c'est facile, voilà, c'est aidant. Et s'il n'y a pas tout ça, on a aussi le groupe WhatsApp. Et voilà, il y a toujours quelqu'un qui répond présent. C'est ça, évidemment, voilà, soutien, c'était aussi à ça que je pensais. Ouais. Les groupes de soutien, les assos, les groupes de parole, voilà, tout ce qui va après, effectivement, permettre de pouvoir en parler, de pouvoir réévoquer des choses ensemble, tester des nouvelles choses, effectivement, clairement, tout à fait. Tout à fait. Voilà. Je ne sais plus si, voilà, je te laisserai avancer, mais peut-être qu'après, effectivement, vous avez proposé. Je crois qu'on est arrivé au bout, ouais.
Voilà, échange des questions. Effectivement, après, je ne sais pas s'il y a des questions spécifiques, si c'était clair. Enfin, voilà. Si après, quels sont les retours? Alors, c'est sûr, du coup, voilà, on aura peut-être, Laurie, que tes questions ou celles de Marie aussi, mais qui vont compléter s'il y en a ou par rapport voilà, à votre propre vécu ou des choses, effectivement, voilà, qui vous parlent ou des choses peut-être voilà, qui, au contraire, parce que ça peut nous parler et puis parfois, ça peut aussi nous. Ouh, voilà, c'est pas si évident que ça. Voilà, ça peut un peu nous refroidir ou nous freiner aussi. Hein. Voilà. Laurie, du coup, par rapport aux questions que tu avais toi initialement, est-ce que ça a répondu à tes questions déjà pour commencer? Moi, oui, je comprends déjà mieux comment ça fonctionne pour l'orthophoniste et tout. Oui, je pense que déjà, ça a répondu à mes questions. D'accord. Ok. Et Super. comment tu te sens par rapport à tout ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu serais prête à envisager? Bah, déjà, j'ai bien pris en note la technique avec la brosse à dents, puisque j'ai aussi une brosse à dents électrique. Donc, je pense que je vais essayer de faire la méthode pendant 6 mois. Je pense que je vais Voilà. essayer de la faire. Oui, bien sûr. Et puis voilà, c'est trouver le bon timing pour démarrer. Hein, encore une fois, là, si c'est pas demain, si c'est pas dans une semaine, si là je pars en vacances, ou si j'ai un gros projet au niveau du boulot, ou si je viens juste de commencer un boulot et que j'ai pas encore pris le rythme, n'est-ce pas, Laurie? Non, mais voilà, c'est ça, c'est ça. Je me mets pas la pression parce que je sais que ça va cafouiller au début ou que je suis pas disponible pour ça. Voilà. Mais par contre, je peux dans mon agenda me dire, OK, allez, là, je pense que ça va, je me sens bien, je commence au week-end, super, j'ai en tête, je sais, je me planifie, je m'organise pour, voilà, je mets en place des rappels et puis ça y est, je me lance. Et si je me lance, je sais pourquoi je me lance. Voilà. Et donc, comment? Et le fait que, voilà, effectivement, voilà. Ça c'est important. Mais donc, très bien. Et puis après, une fois que tu auras lancé la désensibilisation, bah, voilà, il ne faut pas hésiter après à aller travailler, enfin, voilà, à aller investir l'habituation progressive avec les aliments, parce qu'il va falloir s'y confronter progressivement aussi. Voilà. Oui, parce que finalement, c'est ça le but ultime, c'est de réussir à avancer avec les aliments. Tout à fait, tout à fait. À la fois, voilà, je travaille sur les capteurs sensoriels et à la fois, enfin, les capteurs sensoriels, c'est aussi la vue, le toucher, l'odorat. Enfin, à la fois, je les aide, on va dire, c'est pas mécaniquement, mais voilà, j'ai une action pour abaisser le seuil. Mais après, il faut les explorer, il faut les investir. Voilà, il y a vraiment les deux pans, en fait. Les deux pans. Donc, voilà, en tout cas, pour ça. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions ou s'il y a d'autres choses voilà, qui viennent. C'était très clair. Moi, mes questions, je les ai posées au fur et à mesure. Laurie, est-ce qu'il y a d'autres questions de ton côté? Moi, c'était, enfin, pas pour l'alimentaire, mais par exemple, moi, j'ai envie d'essayer d'introduire le dentifrice parce que j'en ai jamais pris. Et du Oui, coup, je me disais, est-ce que du coup, c'est à peu près le même processus que pour l'alimentaire tout à fait, tout à fait. visuel, étape. Étape d'abord, je vais sentir. Je vais peut-être juste déjà savoir. Alors, est-ce que je vais opter peut-être sur. Après, ça, c'est à voir. Est-ce que dans un premier temps, je vais tolérer un dentifrice à la fraise ou un dentifrice à la menthe? La menthe, ça va être beaucoup plus fort. Mais peut-être que le côté mentholé, ça va parce que je prends des chewing-gums à la menthe, par exemple, j'en sais rien. Si je prends par contre des bonbons à la fraise ou des chewing-gums à la fraise, ok, je m'en fiche, je vais commencer avec un dentifrice enfant. Hein. Hop, allez, je prends un dentifrice à la fraise. Et déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais le sentir pour déjà m'habituer. Peut-être que déjà, ça, c'est déjà. Voilà. Je vais me préparer. Et effectivement, à chaque fois que je vais aller me brosser les dents, je vais ouvrir le dentifrice et je vais le sentir. Voilà. Et après, ce que je vais faire, c'est que je vais venir vraiment, en fait, à peine. Enfin, quand je dire, c'est effleuré. Donc, ça veut dire qu'il y en aura à peine et je vais venir effleurer sur ma brosse, mais ça sera à peine visible. Donc, il va y avoir un petit bout de fraise qui va se mettre dans la bouche, d'accord? Et puis après, je vais pouvoir augmenter petit à petit, mais ça, je vais pouvoir le faire plusieurs fois un brossage déjà juste avec le dentifrice qui se sera à peine effleuré.
Et puis après, je vais augmenter petit à petit la quantité. Et puis après, une fois que je me serai habituée déjà à la texture, au goût et de ce que ça fait, ça va mousser, ça va générer, enfin voilà, il y aura des sensations. Et je vais peut-être pouvoir essayer effectivement sur un dentifrice mentholé. C'est vrai que pour les adultes, bon, il y a d'autres goûts, mais pour avoir normalement la bonne dose de fluor adaptée à nos dents d'adultes, il n'y a pas de dentifrice adulte à la fraise. Enfin, quoique, peut-être que ça se trouve, hein. Mais On va mener l'enquête. voilà, j'ai mené l'enquête, mais je ne suis pas certaine. Mais on va trouver après, il y a des dentifrices qui sont plus ou moins forts aussi, qui n'ont pas le côté mentholé. C'est écrit, il y en a qui sont plus. Il y en a qu'on trouve à noix de coco, enfin plus à base de noix de coco, enfin chez Signal. Il y a plein de choses donc on peut essayer. Voilà, aussi, voilà, on a un conjoint ou qui utilise déjà, on peut déjà sentir. Ah ouais, non, là, c'est pas possible, c'est beaucoup trop fort. Enfin, où on peut. Voilà, se faire conseiller par nos parents ou par un tel. Ah, tu utilises quoi? Est-ce que c'est un dentifrice qui est très fort mentholé de façon au niveau de la menthe? Il y en a qu'on tolère plus ou moins, hein, qu'on apprécie plus ou moins. Donc, du coup, on sait que ouais, non, je ne rachèterai pas celui-là parce que celui-ci, voilà, je trouve que vraiment, il me laisse une sensation en bouche. Il y en a un qui est pas mal, ceci dit, je suis en train de penser. C'est une marque qu'on trouve en pharmacie. Je crois que c'est Meridol. Oui, c'est celui que j'utilise, ouais. Il y en a plusieurs, mais effectivement, il n'a pas trop un goût trop fort. Ouais, il n'a pas un goût trop fort et le Méridol, justement, il n'est pas. Non, voilà, il est plutôt bien adapté. Et donc, voilà, pareil, ça peut faire une transition le côté mentholé. Parce qu'il y en a qui Et quelque chose que tu n'as pas mentionné aussi, Anne, sur le côté progressif, c'est sur la durée. Peut-être que la première fois, tu vas te laver les dents 5 secondes avec. Et puis la fois d'après, ce sera 30 secondes. Et puis la fois d'après, ça sera 3 minutes. Et si les premières fois, c'est que quelques secondes, c'est déjà ça, en fait. Et petit à petit, tu pourras augmenter également au niveau de la durée. Tout à fait, tout à fait. Ouais, tout à fait. Voilà. Je vais me faire 5 secondes, je me rince la bouche, je crache. Ok, super. Je vais refaire 5 secondes, je vais refaire 5 secondes, je vais refaire 8 secondes, 10 secondes, 15, voilà. Tout à fait. Voilà. Micro-quantité, micro-temps, rapide, hop. Et puis après, j'augmente. Voilà. Et puis, teste aussi quel est le meilleur moment pour toi. Est-ce que c'est plutôt le matin ou le soir? Est-ce que c'est juste après manger ou plutôt attendre une petite demi-heure, voire 1 heure, que ça soit un peu redescendu avant de te brosser les dents? Vois aussi toi comment tu te sens et quel est le meilleur moment pour toi pour tester tout ça. Ouais. Il faut savoir aussi une chose par rapport au matin, c'est que on a une partie des cellules sensorielles olfactives, donc du nez, des cellules, de toutes les petites cellules sensorielles qu'on a dans le nez, puisque le goût, c'est 70% d'odorat. Hein, d'accord? Donc on est très lié goût-odorat. Il faut savoir que on a une partie de nos cellules olfactives sensorielles qui se régénèrent toutes les nuits. Donc le matin au réveil, on a une partie de nos cellules olfactives qui sont neuves, qui n'ont pas encore été sollicitées. Donc elles sont plus sensibles. C'est pour ça aussi que le matin, quand j'ouvre le frigo, il y a vraiment des odeurs qui vont me déranger. Alors que quand je vais l'ouvrir à midi, comme du coup j'aurais déjà eu toute ma matinée d'exploration sensorielle, enfin voilà, je serais sortie dehors, j'aurais fait ci, j'aurais pris mon petit déj, machin, etc. Ça va aller à midi, je ne vais pas sentir l'odeur qui m'aura dérangée à 7 h du matin. D'accord? Ou le café que je fais couler ou que mon conjoint ou qu'un tel fait couler au boulot, enfin voilà, le premier café du matin, il va sentir très fort ou quand on aime ça, il est vraiment agréable parce que on a l'impression que l'effluve est forte. Par contre, à midi, oui, on va sentir que la machine à café, elle est enclenchée et qu'il y a un café qui coule. Mais il ne va pas forcément nous déranger autant que celui du matin à 7 h quand on se lève. D'accord? Parce qu'on a une partie des cellules. Ou quand on part très tôt aussi en voiture, souvent, on a le cas des fois avec nos enfants, on veut qu'ils aient pris leur petit déjeuner à 6 h du matin ou à 5 h, qu'ils aient bu leur tasse de chocolat chaud et mangé leur pain au lait ou leur tartine avant de partir en vacances. Comme ça, après, on n'a pas besoin de s'arrêter. Ça ne marche jamais. Hein. Il n'y a aucun enfant qui veut manger à 5 h, enfin à 6 h son petit déjeuner, même à 7 h. Par contre, dès qu'il est 8 h, dès qu'il est 9 h, dès qu'il est 10 h, là, comme du coup les cellules à 10 h, je suis OK. Sensoriellement, même à 9 h par rapport à 8 h, je suis disponible sensoriellement.
parce que mes cellules sensorielles se seront habituées. Donc, à 9 heures, je peux faire un petit encas. Je peux faire mon petit déjeuner décalé d'une demi-heure, de 45 minutes. Voilà, parce que il y a vraiment cette question. Là, c'est vraiment une question de régénérescence. Et du coup, au réveil le matin, on est plus sensible. Plus compliqué. Ça peut être plus compliqué. Après, enfin voilà, ça peut être très bien de se dire le brossage quand même avant de partir au boulot. Enfin voilà, après, c'est à doser, effectivement, trouver le bon moment pour toi. Tout à fait. Ouais, c'est vrai. Et moi, typiquement, tu disais avant de partir au boulot, moi, c'est plus facile le matin, justement, juste avant de partir, parce qu'après, j'enclenche sur autre chose. Et donc, j'oublie un peu ce qui se passe dans ma bouche. Versus le soir, juste avant d'aller me coucher, ça, c'est l'enfer. Parce qu'en fait, je ne pense qu'à ça, j'ai pas de distraction. Et du coup, ça prend trop de place et c'est vraiment très compliqué pour moi. Tout à fait, tout à fait. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est qu'il y a plein de choses, plein de paramètres aussi, qui peuvent nous limiter ou qui peuvent nous faciliter. Et autant faciliter effectivement la situation, la tâche, pour faciliter l'expérience et la confrontation, l'habituation. Tout à fait. Ouais. Donc voilà, même principe en tout cas, que ce soit du non alimentaire, mais ça va demander de l'habituation progressive, ça c'est certain. Et pour le dentifrice, tu peux peut-être poser la question, je crois qu'on en avait déjà discuté, mais des dentifrices que les autres filles utilisent sur le groupe. Ça pourra te donner des pistes, peut-être, de dentifrice un peu plus faciles à accepter que ceux que peut-être ton entourage utilise. Oui, tout à fait. Ouais, parce que je vais chez le dentiste le mois prochain et à chaque fois, il me demande alors le dentifrice. Non, toujours pas, monsieur. Mais oui. Non, mais c'est sûr, hein, et puis ils ne se rendent pas compte, pas s'ils sont sensibilisés. Mais voilà, c'est un très bon objectif, parce qu'on sait en plus, l'objectif final, c'est de pouvoir effectivement appliquer une petite noix de dentifrice qui va apporter effectivement quand même un peu plus de protection sur l'émail des dents. Et on sait que c'est important pour la santé, comme c'est important d'avoir tel ou tel aliment parce que ça va m'apporter tel ou tel. Donc on sait qu'in fine, mais il va falloir, on y va progressif, on ne se met pas une pression. Est-ce que comme ça semble atteignable de dire au début, je vais juste le sentir au moment de me brosser les dents, par exemple? Oui. Ça, c'est atteignable. Oui. Voilà, ok. Je me prends le temps de le faire. Je ne me dis pas, ok, je le fais un jour et le deuxième jour, c'est bon, j'y vais direct. Voilà, je me dis, ok, pendant une semaine, jusque-là, je n'en ai pas mis pendant plusieurs années. Là, pendant une semaine, je vais d'abord le sentir, prendre cet automatisme à chaque fois que je me brosse les dents, de le sentir, de l'ouvrir, de le sentir. Voilà. Donc, voilà, Laurie, tu ressors avec un nouvel objectif de cette séance. C'est ça. Un très bon objectif. Est-ce que tu avais encore des questions, Laurie? Non, je crois pas. Moi, j'ai une dernière question, Anne. Tu nous as dit que tu étais en région parisienne. Tu consultes également en visio? Alors, oui, alors, pareil, c'est un peu à double tranchant. C'est-à-dire que, parce qu'il y a des choses qu'on peut faire en visio, il y a des choses qu'on ne peut pas expérimenter sensoriellement en visio. Donc, tout dépend aussi après de chacun et de soi. Ça veut dire que parfois, juste la visio, la guidance, on va dire, verbale va suffire. Parfois, on a besoin de voir et de faire, en fait. Donc, ça m'est déjà arrivé, effectivement, d'accompagner donc le jeune étudiant. Il était venu au bilan, déjà, parce que le bilan, c'est obligatoirement en présentiel. Là, on ne peut pas faire de visio. C'est en présentiel, de faire le bilan. Puis, je ne sais pas, je le voyais, on faisait 2 séances en visio en guidance. Et puis, la 3e séance, il venait. Et puis, du coup, comme on savait qu'il venait, à ce moment-là, on faisait un peu une mise en pratique au cabinet. On se donnait un petit objectif, on apportait, hop, on testait, ensemble. Et puis parfois, en fait, on est limité juste sur le côté visio, parce que sur le côté visio, c'est bien, mais sauter le pas ensemble, en face à face, c'est mieux. Enfin, quand je dis sauter le pas, c'est expérimenter
Voilà. Donc, j'ai envie de dire oui, mais voilà, peut-être qu'il va, enfin, c'est exclusivement en visio, il va peut-être manquer quelque chose. Ça marche. Voilà. Et pour ceux qui souhaiteraient te consulter, est-ce que toi, aujourd'hui, tu prends des nouveaux patients? Alors, je prends, oui, il y a toujours on va dire des nouveaux patients, même si on est saturé, hein, clairement, en liste d'attente. On a 150 personnes sur le cabinet qui attendent un rendez-vous, hein. Voilà. Après, voilà, dans les prises en charge autour de l'oralité alimentaire, alors, tout va dépendre de chacun, hein, mais on n'a pas besoin de se voir toutes les semaines strictement ou on a besoin de se voir 2 fois par semaine. Ça va être une guidance qu'on va établir, on va se donner des objectifs et puis après, on va doser. On se revoit au début dans 15 jours, puis on se revoit 3 semaines et puis on se revoit. Enfin, voilà, on peut doser, c'est plus facile. Donc après, souvent, quand on travaille ces problématiques-là, on sait que c'est des patients qu'on va avoir un peu en rotation. Donc, il y a des créneaux vacants, ça bouge un peu plus. Donc, oui, on va dire qu'on prend des nouveaux patients. Après, on n'en prend pas toutes les semaines. Mais voilà, on arrive quand même malgré tout voilà, à en prendre, je vais dire, régulièrement. Voilà. Super. Et du coup, si certaines personnes seraient intéressées pour te consulter, comment est-ce qu'on peut te contacter? Alors, donc, nous, on a sur le cabinet une plateforme qui s'appelle Perfactive. Alors, il y a mes coordonnées téléphoniques, hein, sinon du cabinet, quand on tape mon nom, on tombe sur les pages jaunes et il y a mes coordonnées téléphoniques. Et sur le répondeur, en fait, ça vous dirige directement sur ma plateforme. Sur la plateforme, c'est une plateforme que pas mal de professionnels utilisent. Alors, c'est pas Doctolib, hein, mais ça vous permet, en fait, de déposer une demande en mettant vos coordonnées, en mettant vos disponibilités, en décrivant vos difficultés, si vous avez bien une ordonnance. Enfin, voilà, on a tout un petit listing de questions. Enfin, c'est rapide, hein, mais ça permet déjà d'avoir une petite présentation et 2-3 infos qui sont importantes, nous, pour savoir est-ce qu'on peut vous proposer quelque chose parce que vous êtes disponible de telle façon et ça correspond au créneau, nous, qui est vacant ou qui est dispo. Voilà. Et donc, c'est sur Perfactive. Une fois qu'on est connecté dessus, il suffit simplement de renseigner le nom du professionnel et vous accédez directement, en fait, à sa liste d'attente et vous remplissez vos coordonnées. Voilà. Super. Et je vois du coup sur la page Perfective, vous êtes 3 orthos, vous êtes toutes les 3 formées aux troubles de l'oralité. Alors, on n'est pas toutes les 3 formées aux troubles de l'oralité alimentaire, mais on est 3 orthos sur la même liste d'attente. Ça veut dire que les patients, en fait, on reçoit du coup, nous, un mail dès qu'on a une nouvelle demande et qu'on peut consulter et on voit tout de suite la problématique, on voit tout de suite et on sait si c'est notre spécialité ou pas. Voilà, j'ai une de mes collègues, oui, qui en fait, mais qui en fait principalement, elle, que pour des adultes, pour des enfants, pardon, parce qu'elle travaille beaucoup dans l'autisme. Et donc, dans l'autisme, il y a les troubles sensoriels, clairement, qui vont avec l'autisme. Ça, on sait que c'est intrinsèquement lié. Et donc, elle va travailler le trouble de l'oralité, mais dans le cadre de ce handicap-là. Voilà. Donc, après, on a tout un peu nos spécialités, des choses qui se recoupent, des choses qu'on fait toutes les 3, des choses non. Donc, voilà. Mais c'est une demande qui est partagée, diffusée pour les 3. Super. Voilà. Et puis après, moi, ça m'est déjà arrivé de réadresser ou de chercher aussi, parce que nous, on a notre propre réseau. Enfin, voilà, après, Oui, on a nos réseaux, nos groupes, et donc, du coup, on peut facilement dire, OK, bon, j'ai une demande, c'est quelqu'un qui est dans Paris ou c'est quelqu'un qui est à tel endroit ou en province, qui n'a pas peut-être réussi à trouver un nom d'un orthophoniste spécialisé. Bon, ben, nous, par nos réseaux et nos groupes, aussi de parole et de nos groupes d'échange entre professionnels, en fait, on peut dire, OK, j'ai une demande ici, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un dans le secteur qui est beaucoup plus proche que moi qui pourrait recevoir cette personne? Donc voilà, après, on le fait dans la limite de notre Bien temps sûr. disponible, mais on le fait. Enfin, moi, je sais que c'est quelque chose que je vais faire assez facilement, assez réflexe. Ça prend du temps, c'est un peu coûteux, voilà, mais on cherche des relais aussi. Donc parfois, quand j'ai une demande, je vais d'abord essayer de chercher un relais peut-être plus proche de la personne, parce qu'on sait aussi que, voilà, finalement, d'avoir aussi un peu de présentiel, c'est différent. Voilà. Tout à Quand fait. il n'y a pas d'autres possibilités, il n'y en a pas d'autres.
Super, bah merci beaucoup pour toutes ces infos, pour toutes tes réponses, ta dispo. C'était super chouette, super instructif. Eh ben, avec plaisir, voilà, c'était le but et voilà, pour que ça apporte des informations concrètes et voilà, des pistes aussi pour pouvoir quand même avancer sans avoir une prise en charge ou si on n'a pas quelqu'un de disponible tout de suite, voilà, pour nous Tout à fait. accompagner en tout cas, hein, voilà, mais avoir déjà des pistes et compléter aussi bah, déjà tout ce que voilà, tout ce que vous avez déjà lu ou partagé lors des groupes déjà parce que Mm. voilà, il y a plein d'informations redondantes, mais voilà, qui permettent de l'entendre d'une autre personne différemment. Donc, ça fait du sens, ça fait du lien et ça permet après voilà, voilà, de mieux se l'approprier. Super, bah merci beaucoup Anne. Merci. Merci Laurie pour ta présence ce soir aussi. Et ben, Et merci. puis du coup, bah, moi je partage le replay demain matin avec les personnes qui étaient inscrites qui n'ont pas pu se joindre ce soir. Ok. Et puis voilà. Ben, Et c'est je mettrai parfait. du coup le lien vers ta liste d'attente pour compléter. Ok, il n'y a pas de souci, ça marche. On fait ça. Très bien. Et ben, merci, hein, Marie. Et En bah, tout bonne cas, fin de soirée les filles. merci. Bonne soirée aussi. Bonne continuation. Merci. Hop, je vais arrêter ça.